Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui je reçois Steve Bouillet qui est superviseur musical. Bonjour Steve et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Florian et merci de m'avoir invité. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser ton métier ? Alors moi je fais ça depuis 12 ans maintenant, un petit peu plus, mais en gros je travaille dans une société qui s'appelle Noodle Supervision, qui a été créée en 2009 par Pascal Mayer, avec qui je travaille depuis maintenant 12 ans. On est 3 au sein de cette structure, c'est assez artisanal parce qu'on n'est pas une grosse boîte, on a longtemps été 2. Pascal a fait ça pendant 2 ans tout seul, moi je l'ai rejoint en 2011. Et avant ça, j'étais au sein d'une maison de disques, au département synchronisation. Donc ça veut dire que j'étais en contact avec des gens comme moi aujourd'hui, des superviseurs musicaux, pour leur proposer les musiques du catalogue d'EMI, pour les placer sur des pubs, ou des films, ou des séries, ou des documentaires. Et j'ai fait ça pendant 1 an. Et après, ça s'est arrêté parce que c'était un stage de fin d'études, dans le cadre de mon cursus universitaire. Et j'ai commencé à travailler toujours dans la musique, mais avec un manager d'artiste. Et puis après, de fil en aiguille, Pascal, je l'avais côtoyé quand j'étais chez EMI. On s'est revus via cette personne avec qui je travaillais, qui était manager d'artiste, qui avait son label. Et voilà, pendant 1 année, j'ai jonglé entre les deux, parce que Pascal m'avait proposé de commencer à travailler avec lui, donc j'avais 2 mi-temps. Et après, la société Noodle, ça fait a grossi, donc petit à petit, les films rentraient, et il m'a dit, est-ce que tu serais prêt pour bosser à plein temps? Et je dis, ouais, carrément, parce que mon but étant de revenir à la synchro, je voulais vraiment faire ça. Et en plus, c'est complètement différent, parce que quand tu es en label, tu es un petit peu limité dans le métier, parce que tu représentes le catalogue du label ou de l'éditeur pour lequel tu travailles. Donc en fait, quand on vient te voir et qu'on te dit, voilà, j'ai tel film avec telle séquence, j'aimerais, un superviseur vient te voir et te dit ça, et toi tu te dis, ok, tu cherches dans ton catalogue, mais parfois tu peux être limité. Là où aujourd'hui, en ayant cette casquette de superviseur musical indépendant, tu te retrouves à aller chercher partout en fait, et t'es pas limité à un catalogue précis, que ce soit en musique préexistante ou avec des compositeurs par exemple. On sera amené à en reparler, mais du coup voilà, je fais ça depuis plus de 10 ans, 12 ans, 12-13 ans. Et ma formation, c'est que j'étais en cursus général, et en sortant du lycée, après le bac, j'ai fait de la socio. Il n'y avait pas vraiment de formation en fait pour devenir superviseur musical. Et donc le métier de superviseur à la base, c'est un petit peu l'architecte de toutes les questions musique sur un projet. Nous, notre métier, c'est de gérer toutes ces questions-là. Généralement, c'est le producteur ou le réalisateur ou la réalisatrice qui viennent nous voir. Et qui nous demande notre expertise sur la musique. Donc ça peut être au moment de l'écriture du scénario, si c'est un projet musical, où il faut mettre des références, ou j'en sais rien, ils parlent de titres à l'intérieur, ils écrivent avec ça, pour nous dire ok, à la lecture des premiers scénarios d'épisodes ou de films, on sait déjà que voilà, si votre série musicale, à tel endroit vous allez avoir besoin de telle musique, donc on essaie d'apporter notre expertise là-dessus, en disant voilà, faites attention, essayez de mettre la bonne ligne au budget, etc. Et ensuite on arrive aussi au moment du tournage, s'il y a des besoins en in, de chanter des morceaux ou de jouer de la musique en in. Et puis en post-prod aussi, ça nous arrive d'arriver sur des projets où on n'est pas forcément au début, au scénar ou avant tournage, mais on arrive, le montage est là, ils essayent des musiques, ou ils ont un compositeur qu'ils avaient choisi sans que nous soit là, ça marche pas, donc ils font appel à nous pour essayer de trouver quelqu'un avec qui ça pourrait fonctionner, ou remplacer des musiques parce qu'ils n'ont pas les droits, etc. Donc c'est aussi ça notre rôle, c'est de pouvoir les aider artistiquement, en essayant de proposer des choses qui aillent dans le sens du projet, de ce que le réalisateur ou la réalisatrice veulent, mais aussi tout ce qui est clearance, obtenir les droits. Donc là on fait des démarches auprès des labels, des éditeurs, pour dire voilà, on a tel projet, on aimerait mettre tel morceau dans le film, tant de secondes ou tant de minutes,
cette séquence-là, il faut décrire souvent les séquences, etc. Donc il y a autant un truc artistique que de négociation avec les labels et les éditeurs qui représentent les droits de ces gens-là pour obtenir les autorisations pour mettre dans un film. Et un côté après derrière qui est les contrats, les finalisations, donc plus juridique, de suivi et de récupérer tous les contrats qui permettent de dire bon bah voilà, le film est sorti, il a telle musique dans le film, regardez, il y a un contrat pour chaque utilisation de la musique, de telle ou telle musique, etc. Donc ça, c'est un spectre assez large. Nous, notre métier, on a un petit peu le couteau suisse, quoi, où on gère pas mal de trucs, mais toujours côté musique, quoi. Et nous, en effet, ça dépend des projets, mais on est amené à autant travailler artistiquement, souvent, la plupart du temps, sur la musique préexistante, donc ce qu'on appelle les synchros. C'est synchroniser des musiques qui sont déjà sorties dans le commerce. Donc des titres qui sont sortis sur des albums et que voilà, un réalisateur ou une réalisatrice veut mettre sur une séquence. Mais aussi sur la musique originale, en fait. Trouver un compositeur qui va créer, ou une compositrice, qui vont créer une musique originale spécialement pour le projet, qui n'existait pas, et du coup qui vont proposer une musique, voilà, from scratch, et voilà, qui colle au film et qui sera complètement originale, et qui sera la musique du film. Donc voilà, après ça comprend aussi plein d'autres choses à côté, de faire des reprises, ça peut être des reprises de chansons qui existent déjà, mais réinterprétées, etc. Il y a plein de billets ou de façons de faire la musique. Mais voilà, en gros, il y a deux types de musique, c'est les musiques préexistantes, synchro, et la musique originale liée aux compositions originales pour un projet. Ok. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans ta profession ? Alors après, tout le monde te dit ouais, bon, faut avoir une grosse culture musicale. Je dirais que oui, faut avoir de la culture musicale, c'est une chose, mais il faut surtout, même si t'as pas forcément une grande culture musicale, que t'aies de l'appétit pour ça, aimer la musique, aimer en écouter, être curieux surtout aussi, parce que même si t'arrives et que t'as toi des goûts musicaux personnels, faut aussi être hyper ouvert et te dire ok, bon, on va travailler sur tel projet, c'est pas forcément de la musique que j'écoute ou voilà, mais d'avoir ce truc en toi qui te dit ouais, mais bon voilà, on est sur ce projet là, faut qu'on aille trouver tel truc, et d'avoir aussi une capacité à pouvoir faire de la veille, voir ce qui se fait, etc. Et compétences quand même juridiques un petit peu, enfin connaître un peu, nous on n'est pas juriste de formation, mais on est quand même amené à avoir des contrats, c'est souvent des contrats types un peu les mêmes, mais d'avoir en effet des connaissances quand même là-dedans, parce qu'on est amené à en voir passer, à essayer d'alerter les producteurs qui nous engagent pour gérer la musique de leur film. Après, c'est eux qui signent, donc, mais on essaye de leur dire, voilà, nous on a négocié tel droit, on a fait ci, on a fait ça, d'essayer d'avoir un truc de regarder un peu partout, de spotter ce qui va ou ce qui va pas, ce qu'on a demandé, et puis un peu de dire voilà, à tel endroit faites attention là, donc mais après il y a aussi beaucoup de psychologie quand même dans notre métier. Quand on est amené à proposer des compositeurs à des réalisateurs ou des réalisatrices, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que voilà, on présente deux personnes qui vont faire un bout de chemin ensemble. On aime bien dire, quand on donne des cours, c'est de dire qu'on est un petit peu en effet site de rencontre aussi parfois, parce que le réalisateur vient nous démarcher avec son projet qu'il a dans ses tiroirs depuis 3-4 ans, il tourne, etc. Et derrière, il faut trouver un compositeur ou une compositrice qui va lui faire sa musique. Enfin, ça, c'est dans le cas où ils sont ouverts à faire de la musique originale, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Mais quand ils sont prêts à ça, c'est difficile, parce que pendant toute la création de leur projet, ils ont très peu affaire à des artistes. Ils ont souvent affaire à des techniciens, en fait, sur le tournage, etc. Et là où il y a plus des créateurs, c'est au moment du scénario, et puis en fait à la fin en post-prod, au moment de la musique originale, où il y a un artiste, un musicien qui va composer de la musique sur leurs images, et ça peut plein de fois faire vouloir dire autre chose à leurs images, donc ça les fait un peu flipper, ils se crispent parfois. Donc c'est aussi d'essayer de trouver des personnes, des compositeurs ou des compositrices qui arrivent à comprendre ce travail qui est la musique originale, qui est un travail de commande en fait, et qui permet la musique que les musiciens vont faire, c'est aussi en contact avec le réalisateur ou la réalisatrice. Cette musique, elle va se créer parce que ils travaillent ensemble en studio, et que voilà, le réalisateur ou la réalisatrice, même s'il ne parle pas le même langage musical que le musicien, il parle un langage universel qui est le film en fait, avec les images, avec les émotions, avec des sentiments. Et c'est ça qu'on essaye de leur dire, d'essayer de s'exprimer avec des choses simples,
pour que le compo ou la compositrice comprennent aussi, qu'ils arrivent à avoir un dialogue fluide. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en relation ces gens-là, mais qui limite, nous, on puisse s'effacer tellement le dialogue entre les deux marche bien. On est là, on chapeaute, on supervise, mais que dans l'idéal, à chaque fois, c'est que ce dialogue prenne entre les deux et que voilà, ils se prennent par la main, ils arrivent à bosser ensemble sans souci, quoi. Ok, et pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux me dire ce qui t'a poussé justement vers le cinéma et après vers ce métier, même si t'as pas commencé par là? Qu'est-ce qui m'a poussé vers le cinéma? C'est l'appétit pour les films, les séries. C'est vrai que quand au début j'étais en socio, en effet, je faisais de la musique beaucoup avec un ami, on composait, mais en même temps on regardait énormément de films et on aimait bien tout ce qui était lié à l'image et à la musique. Et du coup, je pense que je suis rentré via le cinéma par des BO de films en fait que j'aimais beaucoup. Et c'est venu comme ça. Et en fait, après, je me suis dit, en fait, ouais, il y a un métier derrière ça, derrière toute la création de ces scores, en fait, de ces bandes originales, qui était qui était moins développé en France, mais qui était très développé aux États-Unis. Et c'est vrai qu'en France, le métier est plutôt considéré comme jeune, quoi. Il y a toujours eu de la musique dans les films, mais c'était pas déterminé par un métier, quoi. C'est devenu le cas vraiment début des années 2000, je dirais, où il y a eu quelques personnes qui se sont professionnalisées en se disant ouais, on peut le faire. Et moi, c'est ce qui m'a amené, mais bon, en vrai, je dirais plus que je travaille dans la musique que dans le cinéma, mais on fait quand même de la musique pour le cinéma et les séries, donc c'est quand même un peu les deux, quoi. On marie un peu les deux. Et du coup, comme t'as dit, t'as pas suivi un cursus parce qu'il n'existait pas. Non, ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que tu sais si t'as un cursus qui te permet de devenir superviseur musical ou de t'en approcher? Bah, il y a des formations, en fait, des MBA, quoi, je dirais, plus en études supérieures, quoi. Enfin, je pense qu'il faut passer un certain cap, plus licence, à mon avis, après les licences, mais en sortant du bac, tu peux clairement pas dire, ouais, il y a un métier, ok, c'est ça, je peux faire des études liées à ça, non. Faudrait partir sur un truc plus généraliste, que ce soit du droit ou de l'économie, j'en sais rien, ou ouais, école de commerce. Et en fait, après, t'as le MBA, il y a des formations qui intègrent beaucoup plus les industries culturelles et qui, je pense, en fonction de modules ou d'intervenants qu'ils peuvent avoir dans ces cases-là, nous, voilà, on intervient dans un MBA où il y a des cours sur notre métier, et je sais qu'il y a des cours sur plein de métiers spécifiques de la musique et de l'audiovisuel, où là, en effet, tu peux avoir des expériences de professionnels dont c'est le métier et qui peuvent t'aiguiller. Et voilà. Et nous, quand on donne ces cours-là, on sait qu'il y a des gens qui essayent de faire des alternances via l'école qui leur permet de le faire aussi, mais que ce soit en maison de disques, dans les départements synchro, pour vendre les musiques à des gens comme nous, ou alors des gens en librairie musicale, ou des gens chez des agents de compositeurs, ou en boîte de prod. Mais en tant que tel, il n'y a pas vraiment de formation pour devenir superviseur musical, non. Après, c'est un métier qui est quand même très large, comme je te le disais, qui peut toucher à plein de choses, donc puis voilà, quand tu regardes les profils de superviseurs aujourd'hui en France, c'est plein de gens qui ont fait plein de choses différentes, donc voilà, mais je pense que c'est la somme de toute cette expérience, d'expertise et de l'envie de travailler peut-être sur des films ou de l'image qui fait que tu deviens superviseur. Et du coup, comme tu l'as dit, c'est un métier assez jeune. Est-ce que tu trouves que déjà il a changé entre tes débuts et maintenant? Bah oui, quand même. C'est vrai que ça se professionnalise quand même par rapport à moi quand je suis arrivé plutôt vers 2010. Il y a de plus en plus de structures, même si c'est des petites structures, mais il y a de plus en plus de gens qui essayent de monter des sociétés ou des agences liées à ça. Donc c'est que en fait le métier déjà est un peu plus reconnu, même si c'est toujours compliqué. Dans le cinéma, la musique, ça arrive un peu souvent au dernier moment. On essaye de mettre ça un peu sous le tapis, de pas trop le budgéter à sa juste valeur, alors que c'est hyper important la musique sur un film. Bon, parfois il y a des films où il n'y a pas besoin de musique, hein, mais les films où il y a de la musique, souvent, c'est que ça apporte quelque chose. Ça peut faire ou défaire un film, une musique. Si le film est super mais que tu as une musique, tu es là, en fait ça marche pas du tout. Donc faut comprendre ça, que ça a de l'importance. Donc du coup, j'ai l'impression quand même que depuis 12 ans que je fais ce métier, j'ai l'impression que ça a en effet pris une place plus importante, que aussi par rapport à plein de projets aux États-Unis ou des choses qu'on
qu'on a vu naître qui était beaucoup plus musical en fait, et du coup en France on se dit ouais mais ça marche, donc on va peut-être investir un peu plus sur la musique, et donc du coup s'y intéresser, prendre des experts, donc nous des gens qui savent faire ça et qui peuvent gérer tout ça, mais c'est pas tout le temps le cas quoi. Parfois il y a des producteurs qui se disent non mais on peut se débrouiller, c'est bon. Ça a longtemps été ce discours quand même, de se dire ouais, la musique ça peut être gratuit, j'ai un pote qui fait ça, machin. C'est un peu le problème de notre métier, c'est de se dire que souvent c'est un peu sous-coté quoi, dans le sens où ils mettent pas l'argent nécessaire, et du coup c'est un petit peu fatigant à la longue. Mais voilà, nous il y a 4 ans on a monté une association avec plusieurs superviseurs musicaux français, pour essayer de mettre en place une structure qui soit assez claire, limpide, pour qu'ils comprennent notre métier, les producteurs, mais qu'on ait aussi un peu plus de poids avec les institutions, que ce soit la SACEM ou le CNM, etc., pour montrer que c'est un vrai métier, qui se professionnalise vraiment, et qu'on est là, on n'est pas syndiqué, mais que il y a une espèce de corporation des superviseurs musicaux, et que en gros ça demande du travail, que on a sur nos épaules une charge à prendre pour nous, et que en gros c'est important d'investir là-dessus, et de dire ok, faut mettre de l'argent là-dessus, la musique ça coûte, si on doit produire telle musique ça coûte tant, faut mettre telle ligne au budget, et faut pas le mettre sous le tapis quoi. Faut pas se dire non mais c'est bon on verra après, et en fait on arrive en post-prod après le tournage, il n'y a plus d'argent, et du coup ça devient de plus en plus compliqué de faire un truc cohérent quoi, et qui tienne la route. Donc ça s'est quand même un peu professionnalisé, ça a grandi. Nous on est 3, mais bon c'est souvent des superviseurs indépendants qui font que du cinéma, pas forcément de pub, parce qu'il y a un peu moins d'argent quand même. C'est difficile de passer le step d'être plus de 2 quoi. Donc c'est quand même, ça reste assez minime en termes de taille de structure. Mais bon voilà, après ça dépend des projets sur lesquels tu es amené à travailler, ça dépend de plein de choses. Mais c'est sûr que nous on n'a pas de syndicat, on n'a pas de tarifs fixes. Nous on dit si on est amené à travailler sur un projet, on essaye de se poser autour d'une table avec le producteur et de dire quel est le chantier à faire, est-ce que vous avez besoin de nous sur que de la musique originale, ou alors est-ce que vous avez besoin de nous pour de la musique originale mais aussi des recherches sur des synchros, de la clearance de musique préexistante, etc., produire un titre, j'en sais rien, enfin bref, c'est tout ça, d'essayer d'évaluer tout ça et de dire ok nous ça va être notre spectre, l'enveloppe que vous avez c'est ça, ok faut tenir ce budget, dans cette enveloppe vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, c'est d'essayer de leur montrer que c'est un vrai travail de réflexion, et que comme ils sont producteurs d'images, audiovisuelles, il y a un peu un producteur de la musique aussi, pour créer de la musique originale, mais aussi c'est pas vraiment le même terme, mais pour moi une bande originale avec plein de synchro, un peu le film à la Tarantino, mais c'est aussi un apport artistique à un film, et tout ça il faut pouvoir le gérer aussi avec les problèmes de droit, parce que clearer les droits d'une musique parfois ça peut être compliqué, il y a tout un travail d'enquête, retrouver les ayants droit, c'est pas simple du tout. Donc tout ça, c'est une expertise, c'est avoir quelqu'un qui puisse prendre ça en charge et qui le fasse bien. Quand tu dis clearer les droits, c'est-à-dire clearer les droits, c'est en gros quand on est amené on nous dit un réal ou une réal, je voudrais tel titre des Rolling Stones par exemple. On dit ok, déjà ça va coûter un peu d'argent, mais en termes de process de clearance, donc de clearer, c'est obtenir, c'est cleaner, c'est de dire sur ce titre des Rolling Stones, il y a les droits phonographiques, c'est les droits liés à l'enregistrement, au master, au disque, donc ça c'est des droits que tu obtiens via le label, via la maison de disque, et de l'autre côté tu as les droits éditoriaux, droits liés à la composition et à l'écriture des paroles, donc tout ce qui est la partition plutôt. Et donc nous, notre travail, c'est que quand ils disent moi je veux mettre tel titre, on dit ok, du coup vous allez devoir payer, on va déjà obtenir les droits, on va essayer de clearer les droits pour mettre cette chanson dans le film. Donc on va vers l'éditeur pour essayer d'obtenir les droits liés à la composition et aux paroles. Donc l'éditeur est en contact avec le parolier, le compositeur de la musique. Si c'est les Rolling Stones, c'est peut-être eux qui ont écrit, mais c'est pas forcément eux, ça peut être, j'en sais rien, tu vois, Elton John qui a écrit un morceau pour eux, donc tu vas clearer les droits auprès de l'éditeur d'Elton John de tel morceau interprété par les Rolling Stones. Donc tu obtiens les droits éditoriaux d'un côté, et de l'autre côté, tu dois obtenir les droits phonographiques, donc liés au label, au master, à l'interprétation,
la personne qui chante ou qui interprète le morceau, si c'est un morceau instrumental. Et donc notre métier, c'est d'obtenir les droits de ça, donc d'aller déjà de rechercher les ayants droit, de se dire ok, tel titre est sorti à telle époque, sur tel label, l'éditeur c'est telle personne. Bon, on a des outils évidemment pour ça, pour nous aider à récupérer toutes ces informations, mais parfois tu vois, il y a des litiges juridiques, j'en sais rien, il y a le compositeur, il est vénère contre l'auteur, donc en fait les droits sont gelés, donc tu vois, tu dois dire bon bah voilà, on a commencé à faire le travail d'enquête, bon en fait il y a un problème sur ce titre, c'est une galère, ils sont pas d'accord les deux, donc en fait si t'as pas l'accord de tout le monde, tu peux pas synchroniser les droits, quoi. Le titre est bloqué. Donc tout ça, c'est aussi de dire, c'est notre expérience, c'est de vous dire, on s'occupe de tout ça, on prend tout ça en charge, et puis voilà, vous voyez pas tout, mais il se passe beaucoup de choses. Et parfois les ayants droit sont pas là, il faut faire des travails d'enquête, d'essayer de retrouver, machin, où c'est pour obtenir et cleaner les droits, enfin, obtenir tout ce qu'il faut pour qu'on puisse se dire, ok, tel titre qu'on connaît tous, on va le mettre sur telle séquence de tel film, et c'est bon, c'est obtenu, on a les droits, moyennant tel tarif, à payer à tel label et à tel éditeur, avec tel contrat, machin. Et donc c'est ça, et nous, le terme, c'est de la clearance de droits. Donc la première étape, c'est vraiment artistique, c'est d'être en contact avec le réal, dire ok, t'aimes bien ça, ok, bon, peut-être prendre ça, machin, faire des recherches, d'être plus dans l'artistique. Ensuite, quand on a établi ce qu'il voulait, ok, ça j'aime bien, il y a une liste, etc. Là, on dit ok, on lance les clearances, donc on lance les autorisations officielles. Là, on va chercher les ayants droit, éditeurs, labels, où est-ce qu'ils sont les trucs. Parfois, quand tu as un comédien qui chante un titre a cappella dans le film, il n'y a pas les droits phonographiques, vu qu'il n'y a pas de disque, il n'y a pas l'interprétation, mais il y a les paroles et la mélodie qui sont chantées. Donc là, tu vas clairer que les droits éditoriaux avec l'éditeur. Tu vois, c'est tout ça, et que parfois, ils n'ont pas tous en tête ça. Donc voilà, c'est notre métier, c'est tout ça en termes de préex. Et ça, du coup, c'est obligatoire. Si un comédien chante un tout petit bout de chanson, tu dois avoir les droits. Ah, t'es obligé d'obtenir. Il n'y a pas de. On peut citer le truc 5 secondes. Non, dès lors qu'on reconnaît ou que les paroles sont citées. Enfin, ou même chanter. Après, si c'est parlé, c'est différent, je crois. Mais dès que même si tu siffles un air, si l'air de la mélodie, on le connaît, et que tu vois le truc de Morricone, tout ça, même si c'est sifflé, tu dois clairer les droits éditoriaux via l'éditeur pour la composition du truc, donc du coup tu dois payer. Ok, parce que je crois que j'avais... Il y a une anecdote comme ça sur Happy Birthday, je crois. Ouais, exactement. Happy Birthday, donc même quand on le chantait en français, Joyeux anniversaire, voilà, pendant longtemps, cette version-là, en gros, tu étais obligé de le clearer au niveau des éditions, via l'éditeur, mais ça c'était un peu un vol, c'était un peu bizarre, il y avait... Et depuis peu, le litige a été un peu soulevé, ils ont attaqué, etc. Et en fait, ils ont perdu, et maintenant tu peux chanter dans les films Joyeux anniversaire, Happy Birthday, là, que tout le monde connaît, sans avoir à payer une redevance. Mais on a eu le cas, ouais. C'est pour ça que nous, quand des gens venaient nous voir, on disait, bah non, il vaut mieux plus chanter nos vœux les plus sincères, là, l'autre version de Joyeux anniversaire en français. On la connaît moins, celle-là. Ouais, on la connaît moins, ouais. Donc, mais non, mais ouais, du coup, t'es obligé de quoi que tu fasses et que ça soit reconnu, enfin dès que tu reconnais la mélodie ou un truc, même si c'est que chanté par un comédien, ça faut obtenir les droits, et donc t'es bloqué, quoi. Ou alors tu réécris ta scène, ou tu supprimes ta scène, ou tu te dis je mets pas tel morceau parce qu'il y a des problèmes de droit, donc on va prendre un autre morceau, ou c'est trop cher, ou du coup voilà. Et nous, notre travail, c'est de dire bon, attention, si vous allez là, il y a tel problème, si vous allez là, il y a d'autres problèmes, faut remplacer, proposer des solutions alternatives, essayer de voilà. Parce que du coup c'est pareil, vu que tu as travaillé avec plusieurs labels ou éditeurs. Du coup tu sais d'avance aussi là où potentiellement il y aura des soucis. Alors après voilà, le marché de la musique est tel qu'il y a plein de morceaux, mais c'est vrai que parfois, d'expérience, en ayant fait presque 150 films aujourd'hui, on sait que voilà, parfois il y a des morceaux qui reviennent, des envies, etc. Et parfois on peut dire, oui, alors là, attention, ça on a déjà eu l'expérience, c'est compliqué, les ayants droit sont chiants, enfin ça peut être dur, ils demandent beaucoup d'argent, ça prend du temps, etc. Donc oui, on est aussi là pour leur dire, ok, attention, pour nous c'est des trucs forcément acquis, donc on pense que voilà, tout le monde est au courant de ça, etc. Mais non, en fait, ils ont tellement de choses à gérer, que ce soit des prods ou les réals, que voilà, nous notre but c'est de leur dire regardez là, attention, ça, si vous voulez tel titre de tel artiste, ça va être compliqué, ou voilà, parce que on connaît
l'éditeur ou le label qui nous a déjà dit que c'était une galère, ou alors on a eu le cas d'un titre similaire ou de son autre répertoire, j'en sais rien, et que c'était compliqué. Enfin bref, il y a plein de cas de figure différents, et ça bouge à chaque fois, mais parfois voilà, on peut dire là attention, c'est aussi notre rôle de les prévenir, et de leur dire ouais bah là par exemple, si votre scénar c'est ça, ok vous avez mis telle chanson, faites gaffe, ça va coûter, ou alors même s'il n'y a pas de telle chanson ou telle chanson qui apparaît au scénario, mais de dire ouais bon bah là on est en telle année ou telle année. Souvent on sait qu'au cinéma ils aiment bien rappeler la temporalité en mettant de la musique, que ce soit à la radio ou quoi, et ça passe souvent par ça. Il y a les costumes certes, mais souvent on fait appel aussi à la musique, donc c'est de dire voilà bon bah souvent ça coûte de l'argent aussi, ça, faites attention, et d'essayer voilà de limiter les risques en fait en termes d'accidents. Ok. Et du coup, d'ailleurs, tu parlais de la radio, mais par exemple, si tu mets un titre à la radio, mais que du coup, je sais pas, les personnages parlent par-dessus ou quoi, Ouais. que t'entends pas trop bien le morceau, à quel point. Enfin, c'est Pareil. Faut... Ouais, c'est pareil. T'entends pas très bien, mais tu l'entends, quoi. Même s'il est en fond sonore, il est là, il est synchronisé sur l'image du film, même si c'est à la radio, et voilà, c'est dialogué dessus, il y a des dialogues. Et c'est pour ça que nous aussi, notre expertise et notre plus-value, c'est de dire, bah regardez, là, typiquement, qu'est-ce qui se passe à l'écran, qu'est-ce qui happe le spectateur, bah, c'est le dialogue, c'est ce qui se passe à l'image. Et en fait, s'il y a un titre à la radio qui passe derrière, c'est un petit peu bête de dépenser beaucoup d'argent pour obtenir les droits d'un, j'en sais rien, Bowie ou d'un titre hyper connu, alors que c'est hyper derrière, en fond sonore, dans une radio, et qu'on n'entend pas trop le truc. Après, en termes de narration, peut-être ça veut dire quelque chose, et du coup, bah, ça fait sens de l'entendre là, parce que tu vas le entendre derrière, sur une autre scène, où c'est plus plein pot, la musique est devant, etc. Il y a tous les cas de figure, mais si tu te dis juste ouais là c'est dans un bar, on entend le morceau juste 2 secondes derrière, bah faut essayer d'être intelligent et de se dire ok on peut mettre des choses un peu moins connues mais qui font l'affaire quoi. Ok. Et du coup tu disais que tu parlais avec les producteurs etc. en amont. C'est à quel moment que tu intègres vraiment l'équipe? Est-ce que tu rencontres justement le réal, la production au moment du scénario? Est-ce que ça va être plus tard? Après intégrer l'équipe, c'est vraiment souvent les projets, ça arrive nous par des producteurs avec lesquels on travaille souvent, qui nous amènent les projets en nous envoyant le scénario, en disant bon bah voilà on a tel film qu'on a développé, là c'est bon, le financement est loqué, on va partir dessus, bon bah voilà. Lisez-le, dites-nous ce que vous en pensez, etc. Donc de plus en plus, on est en amont, du coup c'est pas mal, mais ça prend beaucoup de temps du coup, mais ça permet aussi d'évaluer un peu les trucs et de se dire, bon bah ok, là les producteurs ils établissent des budgets en fait avant même de tourner, le coût de fabrication du film, en termes de tournage, de post-prod, etc. Et souvent en fait sur la ligne musique, du coup, dans le passé, ils consultaient pas trop. Et nous, on essaye de leur dire, essayez de nous appeler. Voilà, toutes les lignes, vous appelez des professionnels pour savoir combien ça coûte, etc. On dit, voilà, le directeur de production, donc, qui est donc le directeur qui gère la production du film avant le tournage et qui est sur le tournage. Et après, tu as le directeur de post-production qui prend le relais après le tournage et qui gère toute la post-prod avec les effets, les trucs. Mais c'est de dire, voilà, à ce moment-là, au moment où vous êtes le scénar est loqué, le financement est loqué, et dès que avant le tournage, de vous dire bon bah voilà, vous nous soumettez le scénar, on regarde, on essaye de chiffrer, même si on sait qu'il y aura aussi des besoins en montage avec les monteurs, les réals et qui vont utiliser de la musique, mais c'est essayer déjà de se dire ok bon, c'est quoi, c'est un truc d'époque, c'est très musical, il y a des scènes de bar, de boîte, voilà, et c'est d'essayer de spotter les moments qui pourraient être dépensiers en termes de musique et d'argent. Et du coup, c'est d'essayer de dire ça. Donc, les prods, ils viennent ils nous sollicitent pour ça. Donc, c'est le billet d'entrée, c'est eux. Ou ça peut en effet être un réalisateur ou une réalisatrice avec qui on a fait un projet précédemment, qui nous appellent et qui nous disent voilà, je suis en train de faire mon prochain long avec tel producteur, je vous l'envoie, on s'en parle, etc. Ça, c'est les cas où on a des très bonnes affinités avec des réals. Gaspard Noé, voilà, plein de gens qui peuvent nous appeler en direct parce que Gaspard en plus il produit ses films, donc souvent il gère tout et puis il a un spectre hyper large sur toute la production d'un film, donc il sait tout quoi, mais il contrôle tout, mais en même temps il est hyper ouvert, il est très entouré de collaborateurs qui bossent avec lui depuis très longtemps. Mais du coup ouais, c'est souvent, de plus en plus, ça peut être avant le tournage. Et il y a des cas de figure où c'est au début du montage, par exemple, après le tournage, où on nous appelle, on dit voilà, le film est en train d'être monté.
on a placé telle musique, ou alors, comme je te disais au début, on avait tel compositeur en tête, mais en fait, on se rend compte que ça marche pas, la musique, sur les images, donc il faut qu'on change tout, donc voilà. Par contre, quand t'as appelé au moment du montage, ça va être le rush. Bah ça peut, ouais, ça peut souvent. Après, du coup, pour nous, c'est plus simple parce que c'est moins long dans le temps. Parce que si on est amené à bosser au moment du scénar, tu vois, c'est long, quoi. Le temps d'un film, c'est scénar, tournage, montage, enfin, du coup, ça étend le taf. Après, ça dépend des projets, mais c'est important aussi d'être là avant pour pas que n'importe quoi soit fait sur la musique et que ça soit mal géré. Mais en montage, oui, après, bon, t'as quand même le temps, mais oui, oui, le temps est réduit après. Parce que du coup, donc toi, la compo, les musiques, etc., faut que tout soit prêt pour le montage son, c'est ça? Oui, idéalement c'est ça, mais après il y a plein de cas de figure où en fait les temps sont trop courts, donc en fait le montage son avance. S'ils ont mis des tracks temporaires pour essayer de combler les vides, c'est des témoins pour le compositeur, pour s'aider, etc. Mais en fait c'est surtout le mix, en fait, le mixage du film ou de la série qui fait qu'il faut que tout soit loqué à ce moment-là. Après, en termes de droit synchro, en effet, quand tu mets des musiques préexistantes, quand le montage son arrive, c'est généralement juste avant l'entrée en mix. Il faut quand même essayer d'avoir un maximum d'accords sur tous les titres qui ont été envisagés avec le réal pour qu'au moment tout début du mix, le début du mix, il faut qu'on soit carré sur tous les titres qui vont être mis dans le film parce qu'après c'est loqué, t'es foutu, donc tu peux plus rien enlever. Après, tu peux, hein, rien n'est figé, mais ça coûte de l'argent de refaire un mix, etc. Donc nous, La deadline, la deadline, c'est le début du mixage du film. Au-delà du montage son, c'est vraiment le mix global du film. Après, le montage son, ça arrive un petit peu avant, et il place les sons, que ce soit les ambiances, les trucs, mais aussi les musiques, et il mélange tout ça pour essayer de faire un truc un peu homogène. Et en effet, là, déjà, si on a l'idée de la liste globale des musiques, c'est bien. Enfin, c'est même primordial. Les accords, tu peux ne pas tout avoir, mais il faut déjà commencer à accélérer, quoi. De dire, ok, bon, c'est le premier step où tu te dis, bon, j'envoie les musiques au monteur son, il va les mettre dedans. Faut que quand même, ce qu'ils mettent, on n'ait pas trop enlevé, quoi. Ok. T'as participé à des films tels que Aline de Valérie Lemercier ou encore Climax de Gaspard Noé, qui reposent beaucoup sur la musique. Comment est-ce que tu abordes ce genre de projet? Et typiquement là, c'est des films musicaux du coup, où la musique est hyper importante. Dans un cas, comme tu disais Aline, c'est un film sur la vie d'une chanteuse, donc c'est hyper important. Et Climax, c'est plus sur une troupe de danseurs, mais c'est un film de 95 minutes et il y a 94 minutes de musique. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique, elle est là quasiment tout le temps. Donc heureusement, les producteurs et les réalisateurs avaient conscience de ça, donc on a été amené à bosser dès le scénario. Il faut tout baliser. Quand Aline t'arrive, et il faut te dire, bon, en fait, beaucoup de séquences du film, c'est elle qui est sur scène et qui chante des morceaux, donc en fait, c'est des scènes qui vont être tournées, donc on peut pas ne pas avoir les droits des musiques, on est obligé. Donc là, tu mets en place tout un ordre de bataille pour te dire, ok, bon, tel morceau, faut obtenir les droits. En l'occurrence, sur Aline, c'était les morceaux de Céline Dion. Mais Céline Dion, elle est uniquement interprète. Elle n'a écrit ni composé aucun de ses morceaux. Donc en fait, obtenir les droits éditoriaux, c'était obligatoire, quoi. Après, les enregistrements de Céline Dion, on pouvait refaire. Mais ce qu'il fallait vraiment avoir dans la boîte, c'était vraiment les droits éditoriaux. Parce que il tournait les scènes, c'était les chansons avec les paroles, etc. Donc ça, on pouvait pas s'en passer, quoi. Il tournait. Le son, après, si même sur le tournage, t'entends par exemple Céline Dion, tu peux le refaire. Tu peux recréer. C'est ce qui s'est passé en l'occurrence, c'est que la production n'a pas eu les droits on n'a pas eu les droits pour synchroniser les masters de Céline Dion, les masters que tout le monde connaît, qui sont sortis en disque, sur les plateformes. Mais du coup, de fait, ayant les droits éditoriaux des titres, des chansons, plus les mélodies, les compos, vu qu'on avait clearé tout ça, ça nous a permis du coup de refaire en fait les masters, de faire des covers, ce qu'on appelle des reprises, mais en essayant, vu que c'était quand même assez proche de Céline Dion, il fallait faire quelque chose qui soit proche pour que les gens se disent, ok, c'est Céline Dion, quoi. Donc il a fallu caster une chanteuse avec une voix proche, et on a refait tous les morceaux en fait.
on a refait chanter une chanteuse, mais ça c'était après le tournage, au moment où le montage aussi était bien avancé, pour avoir tous les trucs de post-synchro aussi, à l'image, d'acting, etc. Donc ça c'était hyper important. Et Gaspard, c'était un truc de danse, donc il chorégraphiait énormément de choses, vu que c'est sur une troupe de danseurs. Il avait tous ses plans en tête, et du coup il se disait, ouais, il y avait un truc en plus, Gaspard, c'est qu'il voulait que les titres se passent dans une période précise, parce que ça se passait milieu des années 90, je crois, donc il fallait pas que ça dépasse une certaine date. Donc en gros, on était limité avec ça. Tout ça, c'est des dialogues qu'on a avec le réal ou la réal, la prod, et de dire, bon, bah voilà, comment on avance. Et Gaspard, c'est un réal qui aime beaucoup la musique, mais qui en plus de ça est hyper ouvert et qui laisse entrer plein d'idées, et qui se dit, ok, bah moi je pensais à ça. On lui dit, ok, bah vas-y, on peut essayer d'obtenir les droits, mais en fait là il y a une galère de droits, parce que sur les morceaux de cette époque-là, un peu fin 90, début, milieu 90, il y avait beaucoup de samples, et du coup il y a beaucoup de clearances qui sont compliquées, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été obtenues à l'époque sur les morceaux où il y a des samples utilisés, et donc c'est très compliqué de les réutiliser aujourd'hui dans des films, parce que le truc a existé, il est sorti, mais en fait il n'est pas clean du tout. Donc en fait on peut pas l'utiliser dans un nouveau film, parce qu'il y a un litige. Et donc nous, le but c'était de dire à Gaspard, ok, bah là il y avait ça, ok, il y a ce truc d'Aphex Twin, il y a ça, ok, machin, ça. Donc on faisait un petit peu des ping-pong avec lui en disant, ok, bah ça c'est cool, on peut l'obtenir, avec un truc de deadline de tournage, parce qu'il le diffusait, etc. Donc bah, pour nous c'est des projets hyper intéressants, c'est hyper valorisant aussi pour notre métier d'avoir ces projets-là qui mettent autant en avant la musique. C'est le cas aussi sur la série Le Monde de Demain pour Arte, c'est la série sur la genèse du groupe NTM, mais aussi sur tout le mouvement hip-hop en France. Et en fait, avec DJ Dynasty, qui lui a commencé sur les radios un peu pirates, Carbone 14, avant d'aller chez Nova. Donc c'est très musical aussi, il y a plein de séquences de live avec des concerts, les premiers concerts de rap, lui qui est à la radio, qui mixe Dynasty, etc. Donc tout ça, c'est en effet des sujets qu'il faut aborder très tôt, en fait, au moment de la création et de la production du film ou de la série. Donc c'est hyper important qu'on soit là dès le début, et qu'on puisse un peu leur dire, bah là attention, là faites gaffe, et parce que en fait tout le sujet du film ou de la série tourne autour de ça, donc faut pas faire n'importe quoi. Et du coup pour Aline, là t'as parlé que c'est une personne qui a fait les covers. Ça, c'est vous qui l'avez trouvé, qui vous êtes alors tout à fait, du coup suite à ça, il y a eu un casting qui s'est mis en place. Donc il y a eu un vrai truc où on a fait appel au casteur de The Voice, en allant le démarcher en disant, voilà, bon, il se trouve qu'on a tourné le film, on a obtenu les droits éditoriaux de tel morceau, une quinzaine ou une vingtaine, mais qu'il y a un litige avec les droits master des morceaux, enfin des enregistrements originaux de Céline Dion. On peut pas les avoir, mais du coup il faut qu'on refasse des covers en étant proche de ce qu'on voit à l'image, et donc il nous faut une voix, quoi, parce que quand même là c'est du coup refaire des masters avec une intensité de voix à la Céline Dion. Il faut trouver quand même une perle, quoi. Et donc du coup bah là on a fait appel à un casteur professionnel, donc le mec de The Voice, qui a casté une vingtaine de chanteuses, qui nous a envoyé, on s'est dit ok. Après il y a eu des essais avec 5 d'entre elles sur des morceaux précis de Céline Dion en studio avec Valérie Lemercier, pour lui faire écouter, et du coup voir laquelle des voix était le mieux pour elle, et ensuite après une a été choisie, et là derrière il y a tout un travail qui s'est mis en place de refaire en studio les chansons, parce qu'en plus il y avait beaucoup de trucs à l'image avec de l'acting, parce que Valérie Lemercier parfois sur des chansons elle se casse la voix, elle pleure un peu, elle chante différemment, etc. en fonction des trucs. Donc du coup il y avait cette donnée aussi à intégrer, c'était de dire bah, au final en fait c'est mieux ce cas-là de figure, de faire des covers en étant hyper proche de ce qu'on voit à l'image, plutôt que de mettre des titres de Céline Dion qui sont des enregistrements studio assez, sans le truc de jeu que Valérie Mercier peut avoir à l'image. Donc pour le coup, c'est faire du doublage presque. Exactement, il y a complètement ce truc-là, parce que tu filmes des trucs. Et après, bon, il peut y avoir des cas où avec YouTube aujourd'hui, tu vois plein de concerts d'artistes où en effet, tu pouvais peut-être retrouver des moments où elle se cassait la voix parce que c'était des événements où c'était connu ou alors retransmis à la télé, etc. Mais bon, de fait, c'était en fait un bien pour un mal de se dire, chant, on va pouvoir refaire tout, mais hyper précisément, dans le détail, et c'est millimétré pour le film, et du coup, c'est super.
permet d'aller un peu plus loin même moi je trouve ça encore plus gratifiant de se dire putain on a fait un film sur Céline Dion, mais on a utilisé aucun de ses enregistrements, on a tout refait et en fait ça fait le job parce que les gens se demandaient mais attendez mais c'est Céline Dion ou pas, enfin du coup ça ils voyaient pas vraiment, enfin ils voyaient pas la différence quoi, ils se disaient putain c'est hyper réaliste, donc là le pari était gagné quoi. Et à l'inverse, tu as aussi travaillé sur Un triomphe d'Emmanuel Courcol et Adieu les cons d'Albert Dupontel. C'est quoi les différences avec les projets que j'ai cités avant? Enfin, du coup, ça n'a rien à voir. Ouais, Il y a de la c'est musique, mais oui. c'est C'est plus simple, on va dire. après voilà, c'est en effet la seule différence, c'est que c'est pas des films ou des projets qui traitent d'un sujet musical. Enfin ouais, oui, qui traitent d'un sujet musical parce que c'est pas sur une chanteuse ou sur une troupe de danseurs, etc. Mais pour nous, le travail est quand même, enfin ça reste le même au départ, mais c'est d'essayer de trouver la meilleure musique qui soit pour le film. Et sur le film de Emmanuel Courcol, Un triomphe, c'était de trouver de la musique originale et à 2-3 endroits des synchros, des musiques pré-ex. Mais le travail est le même, quoi. C'est de. Voilà, et c'était l'autre film de Albert. Ouais. Après, Albert, c'est différent. Voilà, sur la musique, il a ses contrôles. Voilà, il est très. Il travaille beaucoup avec son compositeur de longue date et il aime bien travailler avec des tracks temporaires d'autres BO de films. Avec son monteur aussi, il travaille beaucoup comme ça, il place beaucoup de choses. Donc, c'est des indications avec des musiques qui existent déjà de films. Il faut coller à ça, donc c'est assez compliqué. Bon, dans Adieu les cons, tu verras aussi que nous, notre travail, du coup, parfois, ça a été de clearer les droits de musique de films, d'autres films, parce que ça marche bien, et donc voilà. Mais parfois, ça peut être compliqué parce que le compositeur ou le réal du film n'accepte pas que sa musique soit mise sur un autre film, par exemple. Surtout si c'est des films récents ou qu'il n'y a pas trop d'années d'écart entre des films. Mais après, les vieux films, il y en a plein où il y a des musiques de Michel Legrand, Francis Lay, Delerue, tout ça, qui sont réutilisées dans des films aujourd'hui, hein, donc, et qui font bonne figure, hein, qui sont bien. Du coup, Un triomphe et Adieu les cons, ouais, c'est pareil, il faut essayer, nous, notre rôle, c'est de trouver la meilleure musique que soit, comme je te disais, et puis de superviser toute la création de la musique originale, du score. En l'occurrence, sur Climax, il n'y avait pas de musique originale, et sur Aline non plus. Tu vois, typiquement, c'est que de la synchro, c'est que des titres préexistants sur Climax. Sur Aline, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de musique originale en tant que telle. Il n'y a pas un compositeur qui a composé de la musique originale, alors que sur Radio Les Cons et sur Un Triomphe, c'est des films où musicalement tu retiens plus la musique originale qui est propre au film et qui n'était pas préexistante au film. Un Triomphe, c'est Fred Avril qui a fait de la musique originale à partir d'un dialogue avec Emmanuel, et et ça englobe le film, et il y a moins, tu penses moins au film en pensant à des synchros, alors que dans Climax, tu as quand même beaucoup de musique préexistante de cette période-là, 80-90. Et sur Radio Les Cons, du coup, c'est le compositeur de Albert Dupontel, Christophe Julien, qui a composé des musiques originales, spécialement pour le film, en fonction des besoins des scènes et de l'écriture des personnages, etc. Et est-ce que ça t'arrive des fois d'avoir un peu carte blanche, dans le sens où le réal ou la réal, elle a fait des scènes, tu vois, et elle est en mode, voilà, il faudrait une musique des années 90, tu vois. Ouais, ça peut nous arriver. Typiquement, quand on a commencé à travailler avec Anthony Cordier sur une série qui s'appelle OVNI pour Canal. On avait fait un premier rendez-vous avec Anthony. C'était par le biais d'un directeur de post-prod, tu vois, un directeur qui nous avait appelé, qui a dit ouais, je commence à travailler sur un nouveau projet pour Canal+, avec tel producteur et avec tel réalisateur. Anthony était juste le réal artistique des 12 épisodes, mais c'était pas le showrunner, enfin c'était pas celui qui avait écrit la série, mais il avait un vrai apport artistique parce que voilà, c'est lui qui tournait les 12 épisodes, qui réalisait les 12 épisodes, et du coup qui avait une vraie vision aussi sur la musique. Après il l'échangeait, je pense, aussi avec les deux auteurs de la série, parce que voilà. Mais en gros, Anthony, quand on l'a vu la première fois, il disait bon voilà, ça se passe fin 70, début 80, voilà, j'ai tel titre, et voilà, c'est une série de 12 épisodes, donc il va y avoir énormément de séquences à musiquer, il y a de la matière, etc. Et donc du coup, on lui a dit ok, en plus c'était lié aux ovnis, donc il y a tout un truc un peu genre espace, science-fiction, etc. Et on lui a dit ok, écoute, on va essayer de bosser sur une boîte à outils de sons que tu pourrais utiliser facilement au montage. Et c'est comme ça qu'on a mis tout
tout un travail avec Anthony de lui faire des sélections de musique un peu qui fassent penser à cette époque-là, parce qu'en plus dans les années 70-80 il y a eu beaucoup de catalogues de librairies qui ont produit ce genre de musique, et donc du coup bah oui, on est allé un peu piocher partout à plein d'endroits, essayer de lui trouver la meilleure musique pour ces séquences-là, pour ce mood-là, ce qu'il voulait avec ces trucs d'OVNI. Et donc du coup bah, on était assez libre en fait de proposer des choses, même si Anthony il avait une ou deux références où il se disait bah ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien, ça j'aimerais bien. À côté de ça, il y avait tout un pan de musique à prendre en charge. Alors il y a eu la musique originale qui a été prise en charge par ça avec le compositeur d'Anthony, Tilassine, et du coup auquel il n'avait pas forcément pensé au début. On lui avait dit bah, du coup sur la musique originale tu penses à quelqu'un, il disait bah non. Je lui ai dit mais ça s'est bien passé sur ton film précédent avec Tilassine par exemple. Il me dit ah ouais bah du coup mais j'avais pas envisagé parce qu'il faisait plutôt de la musique moderne, William Tilassine. Mais du coup, il a dit ah, mais ouais, mais ça peut. Et quand il y a une vraie relation entre un réal et un compo et qui marche bien, c'est difficile de recréer quelque chose. C'est pas impossible, mais c'est un truc, c'est pas simple à créer. Et quand c'est là, c'est bien de capitaliser là-dessus. Parce que c'est réconfortant aussi de pouvoir te dire bon, bah, il y a un dialogue qui marche bien, le courant passe entre un réal et son compo, donc faut capitaliser là-dessus. Et du coup, ça a grave marché. William a pris en charge ces trucs-là en allant enregistré beaucoup de musique au musée des synthés analogiques en Suisse. Il avait beaucoup de banques de sons. Et nous, en parallèle, on est allé piocher dans des catalogues chez des éditeurs, des labels, des librairies, pour lui proposer tout ça sur la saison 1. Et pareil sur la saison 2, où il avait plus en tête un mood de musique, de film, type années 70-80, italien, français, etc. Et donc pareil, on a dit, ah bah ok, mais Pascal, moi, on avait des catalogue en tête de musique de film en librairie par exemple qui avait été composé par Francis Lay, ou des trucs de compositeurs italiens comme Morricone ou Trovaioli, etc. Et donc du coup tout ça, nous on était là, c'est génial, on peut aller en prendre un peu partout, on peut aller piocher. Et ça, Anthony était hyper ouvert, il était là ouais mais c'est génial. Après c'est un cas de figure voilà où, oui t'as un peu de liberté quoi, mais t'es dans un cadre quand même. Aussi sur la série Mytho de Fabrice Gobert qui avait fait Les Revenants. Nous on est arrivé sur ce projet Mytho, c'est sa série qui est arrivée après Les Revenants, une série qu'il faisait pour Arte. Et c'était une série très... on suivait une famille quand même avec le personnage principal de la mère, en gros qui fait croire à sa famille qu'elle a un cancer du sein. Et en gros, il voulait un truc très musical, Fabrice, en partant de Big Little Lies, une série américaine où c'était très musical aussi. Et en gros, ils nous avaient partagé des playlists par personnage de la famille, donc la mère, le père, la fille aînée, le fils et la petite sœur. Et donc il avait mis des moods et il a dit voilà, bah, c'est une première ébauche, mais voilà, si ça vous fait penser à des choses, n'hésitez pas. Et donc nous, avec ce postulat de départ, on s'est dit ok, c'est telle époque, ça, c'est ok, le père il écoute plutôt ça, la mère plutôt ça, et là du coup, on est allé naviguer un peu partout, essayer de trouver des choses qui correspondaient à ça, mais avec une certaine liberté, sans être limité par un catalogue précis. Ou voilà, il y a un truc là, typiquement, il n'y avait pas d'année précise, ça pouvait être assez large. Sur OVNI, il y avait plus un truc de temporalité, donc d'époque, et il fallait pas trop dépasser. Mais oui, ça dépend des projets. Après, il y en a d'autres où tu es un peu enfermé à essayer de rester dans un cadre précis. Mais bon, t'as quand même une certaine liberté, moi je trouve, en étant dans notre position où on n'est pas enfermé dans un catalogue précis où tu te dis merde, je peux pas proposer ça ou ça parce que c'est pas moi qui le représente. On s'en fout quoi, on va où on veut. Ce qu'il faut d'abord, ce qui marche, c'est l'artistique, et donc du coup c'est de proposer un truc qui soit cohérent en fait avant tout au réal ou à la réal, et quitte à parfois prendre des risques et à se dire vas-y en fait putain vas-y ça c'est super, ça marche vachement bien, sans se dire merde mais est-ce qu'on peut le clearer en termes de droit, est-ce qu'il n'y a pas de litige. Dans un premier temps on se dit vas-y on essaye de trouver le meilleur truc artistique, et bon si ça marche pas derrière parce qu'en fait les ayants droit j'en sais rien, ils sont morts récemment et la succession n'est pas encore établie, donc du coup en fait tu peux pas le clearer le titre avant 3 ans parce que tout n'est pas mis en place, tu vois, c'est des trucs comme ça qui font que parfois on est bloqué, même si artistiquement ça marche, que nous on a proposé un titre et qu'on l'adore et qu'en fait, en fait on peut pas le clearer parce que t'as un bout des droits qui est là, ou soit le mec est introuvable, soit voilà, ils sont engueulés, donc l'autre veut pas lâcher les droits, il fait chier l'autre, donc il veut pas qu'il gagne de l'argent, donc il veut pas que le titre soit synchronisé. C'est plein de trucs comme ça, mais bon voilà, ça dépend des projets, c'est un peu au cas par cas.
tu peux être libre, parfois tu es beaucoup moins libre, où il faut vraiment respecter plein de trucs. Parfois, c'est des réalisateurs ou des réalisatrices qui ont leur liste en tête et toi, tu es juste là pour voilà, aller clearer les droits et tu peux pas trop bouger du cadre. Et parfois, il y en a d'autres qui connaissent très bien ce qu'ils veulent, mais qui en même temps sont ouverts quand tu leur dis bon, bah là, ça on peut pas l'avoir, ça on peut pas l'avoir. Ok, bah venez, on se fait un ping-pong, vous faites des propositions, voilà. Et parfois, t'en as qui sont plus frileux et qui, si ça vient pas d'eux, ils arriveront pas à intégrer un titre dans leur film, donc ils disent ouais, vas-y, cherche, etc. Mais en fait, si c'est pas eux qui te disent ah, moi je veux ça, c'est plus compliqué. Donc, ouais, c'est un peu au cas par cas, quoi. Ok. Alors celle-là, je sais pas trop si tu vas pouvoir donner une réponse. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi? Alors, ouais, c'est un peu. De notre côté, t'en as déjà un peu parlé tout au long de Ouais, tout ouais, ce ouais, que tu ouais. faisais Bah, ça finalement. dépend. Après, il y a plein de gens qui te disent ouais, est-ce que vous écoutez de la musique toute la journée? Bah, on aimerait bien, mais c'est pas le cas. Alors parfois, ouais, journée type, on peut être amené à avoir une recherche en cours, donc du coup, faut remplacer un titre, et là, on essaye de voir quel titre on pourrait proposer. Donc en effet, on essaye de fouiller en fonction de nous, notre iTunes, on regarde ouais, tel titre pour telle époque, ok, bon, j'en sais rien, tu vois, une musique pour une séquence dans un club, un peu techno, donc voilà, électro, techno, donc t'écoutes des trucs, tu te dis ok, bon, t'essayes d'intégrer un truc de budget si t'as pas beaucoup, s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ou si au contraire tu peux aller à tel endroit, donc voilà, t'as ça, tu peux avoir de la recherche. Tu peux aussi avoir à gérer des cue sheets, donc en fait t'as un monteur qui t'envoie un truc qui dit bon bah voilà, on est à la V3 du montage, voilà la mise à jour actuelle du film, on en est là, il y a telle musique qui sont utilisées, tant de minutes, donc nous on tient des tableaux de bord en fonction des projets, en fonction des avancées en fait, avec des versions, dans nos tableaux de bord Excel, il y a des V1, V2, V3, V4, V5, en fonction des relevés qu'on reçoit. Où en gros on spot, ok là il y a tel titre, ça c'est bon, il est éclairé pour telle séquence, ça c'est bon, ah merde il revient à une autre séquence, bon faut faire gaffe, ou alors il y a un nouveau titre qui arrive, bon bah est-ce qu'il faut qu'on le clear, on appelle le réal ou le monteur en disant bon là c'est juste une indication, vous en avez besoin ou pas, est-ce que c'est vraiment juste ou est-ce qu'il faut clearer, donc là donc on se dit ok bon c'est important, il le veut, bon bah tac, suite au relevé que t'as fait, donc t'as pris les notes, bon bah en fait pour éclairer ce titre, tu prends ton téléphone, enfin d'abord tu recherches, c'est chez qui, tel éditeur, tel label, tu passes des coups de fil, bon voilà, il y a tel film, le budget c'est ça, donc là t'es plus dans un truc de négo, de clearance. Après voilà, tu peux avoir un compo, tu vois, au téléphone, qui est en train de composer une musique sur un projet que tu fais, un film ou une série, qui te dit bon bah voilà, j'ai fait ci, j'ai ça, je vais envoyer au réal, ok, bon vas-y, fais-moi écouter avant aussi, j'aimerais bien avoir, faire mon retour. Donc c'est plein de choses quoi, il n'y a pas vraiment de journée type, après on peut être amené à aller en studio avec un compo et un réal pour bosser sur les images de la série ou du film et être avec le compositeur et faire une session de travail. Après on peut être amené à aller en studio au montage avec le monteur et le réal en voyant des images et en disant ok vous avez mis ça, bon et tu veux autre chose, ok, donc faire des réunions. Gérer des questions de planning en fonction de la fin d'un projet où il faut que tout livrer à ce moment-là, gérer les mentions crédits quand tu mets des musiques, La fin du générique. voilà la fin du générique d'un film ou d'une série, bon bah voilà, et dans tel épisode il y a telle musique, bon bah faut essayer de gérer, faut pas gérer, faut récupérer tous les crédits des musiques qui vont apparaître au film pour que voilà tout le monde soit crédité, etc. Donc ça aussi on récupère ça, on fait des fichiers Word qu'on envoie ensuite au producteur, on gère ça, on touche un peu à plein de trucs quoi. Il y a pas mal de choses assez légales aussi, mine de rien. Ouais, juridique, légal, ouais, tout à fait. En parallèle, tu vois, tu finis un projet, le mix est ok, bon bah ça y est, on a une cartographie globale de tous les titres qui sont dans la série, bon bah derrière, paf, on lance la phase de finalisation, ça veut dire qu'on relance tous les gens avec qui on a clearé les droits des musiques et on dit bon bah voilà c'est bon, le titre est bien utilisé à tel endroit dans le film, tant de minutes, voilà on reprend toutes les infos du truc, mail récap du morceau, comment il est utilisé, et là bon bah vas-y envoyez-nous les contrats, vos factures, qu'on fasse passer à la prod, qu'on gère tout ça et que en gros tout puisse être signé et payé avant la diffusion du film ou de la série. Donc nous, voilà, après il y a plus ou moins des grosses boîtes en fonction des producteurs. Quand tu travailles avec Gaumont ou machin, il y en a plein qui ont des services juridiques qui englobent tout ça. Nous, on s'occupe de les mettre en relation avec les gens avec qui on a clearé les droits, obtenu les autorisations. On fait des mail recap en les mettant tous dans la boucle et ensuite, juridiquement, eux, ils gèrent. Quand tu as des plus petites boîtes de prod, on récupère les contrats, on les soumet à la prod pour validation et ensuite ils signent entre eux. Mais oui, il y a pas mal de trucs juridiques. Ça peut être aussi des contrats
de compositeurs. Côté des trucs de synchro où tu fais les pré-ex, là, de l'autre côté, tu as les contrats de commande d'un compositeur qui est amené à bosser sur un film ou une série où il faut délimiter le minutage qu'on lui demande à produire, dans quel planning, dans quel échéancier de paiement il va recevoir sa rémunération, quand est-ce qu'il va devoir livrer les maquettes, puis ensuite enregistrer, livrer le def, etc. Avec, en reprenant plein de trucs, de négo, de pourcentage d'édition, voilà, plein de clauses annexes, mais qui ont leur importance. Et ça peut nous amener à être en discussion avec l'agent du compositeur, ou alors avec le compositeur en direct, ou alors avec l'avocat du compositeur, son conseil, j'en sais rien. Voilà, un tas de gens qui sont amenés à travailler là-dessus. Après, ça peut aussi être faire des sélections de musique de compositeurs, tu vois, par exemple, où on est amené à travailler, on a fait un rendez-vous suite à la lecture des scénarios avec un réalisateur qui te dit, bon bah voilà, moi ce que j'ai en tête, c'est telle musique. Ok, bon, c'est ça la couleur que tu veux, d'accord, bon bah en fonction de cette couleur, de cette typologie de musique, on va te faire une sélection de compositeurs, de musique qu'ils ont pu composer pour d'autres projets. Ce ne sera pas la musique de ton film, mais dans ce que tu viens de nous décrire, le mood, l'ambiance, voilà, bah, ils pourraient très bien faire la musique de ton film. Donc essaye de te projeter en fonction de ce qu'on va t'envoyer. Donc on fait des dossiers par musicien, mais un peu blind, quoi. On met pas le nom des compos. Et donc voilà, ça c'est tout un travail où on appelle des compos ou des agents en leur disant voilà, on commence à bosser sur tel film, on a fait un rendez-vous avec le réal. Sa rêve de base c'était ça, j'en sais rien, tu vois, c'est la musique de tel film de Nicolas Britell ou j'en sais rien, J.J. Johansson, ou voilà, le mood c'est comme ça, il aime bien cette texture-là, etc. Est-ce que tu aurais des choses dans cette vibe-là? Et là, du coup, bah, on constitue des dossiers et ensuite on leur envoie, donc ça peut être ça, tu vois, ça peut être plein de choses, quoi. Quel a été le projet le plus challengeant de ta carrière? Aline, c'était quand même pas mal, hein. C'est beaucoup Pascal qui a géré toute la prod, mais c'était un gros bazar quand même à gérer. Ça a pris quand même 2-3 ans à la boîte, quoi, à gérer tout ça. Entre le moment où on a été appelé et le moment où le film est sorti, la BO est sortie, etc. Ça a été un gros défi à relever quand même de reproduire des chansons à la façon de Céline Dion, enfin avec d'essayer d'avoir ce niveau d'exigence là, quoi. Ça c'est un gros truc pour la boîte. Après on a quand même fait aussi un truc assez challengeant, mais c'était on aime bien le citer parce que c'est quand même un truc, la boîte s'appelle Noodles, cette société, parce que Pascal aime beaucoup la musique d'Ennio Morricone en général, mais surtout Il était une fois en Amérique, le film de Sergio Leone avec le score de Ennio. Et en fait, dans le film De Niro, David s'appelle David Aronson Noodles. Donc la boîte s'appelle Noodles. Et un des passages obligés pour nous, c'était de faire, pour Pascal notamment, de faire une musique de film avec Ennio Morricone. Chose qu'on a réussi à faire en 2015 en faisant le film de Christian Carion, En mai, fais ce qu'il te plaît. Et en allant à Rome enregistrer avec Ennio Morricone une musique originale pour un film français qu'il n'avait pas fait depuis des années. Je pense même qu'il n'en a pas fait énormément, mais du coup, on allait là-bas et c'était un vrai beau projet, quoi. Et puis plein de gens me disaient non, mais il est malade. Enfin, il sortait en effet d'une opération au dos. Il avait 86 ou 87 ans et c'était un pari, quoi. Enfin, un défi. Après nous, enfin, je sais que on entendait plein de gens dire ça, mais on n'avait pas peur. Et puis Pascal se disait non, mais c'est n'importe quoi, les gens parlent, etc. Mais ça reste un mec, c'est un fou, quoi. Et même à cet âge-là, à 87 ans, c'était un stakhanoviste, quoi. Le mec bossait comme un ouf et surtout il dirigeait tout, quoi. Et le challenge aussi en 2015, c'est que en fait, le mec il a pas d'ordi ou quoi, il fait pas de maquette, Ennio, et tu vas chez lui, il joue une note ou deux, et puis voilà, derrière c'est cut, on va en studio enregistrer à Rome la musique du film de Christian devant les images, et voilà. Et en fait, s'il y a un truc qui va pas, faut retoucher en live, et il redirige, il réarrange. Il dit aux musiciens, non, il faut faire comme ci, comme ça. Donc ça prend un peu plus de temps, mais ça, c'est un vrai challenge pour le coup. Là où en fait, tous les réals aujourd'hui placent les musiques de leurs films avec des maquettes de compos et ils arrivent à se projeter parce que l'évolution technologique fait qu'il y a plein de mecs qui sont équipés. Enfin, voilà, tu peux proposer une musique maquettée avant même que tu aies ta vraie musique de ton film, ce qui n'était pas le cas là sur ce film-là. Parce que tu vois, tout était à faire au moment où le montage était fini et il n'y avait aucune note de musique. Et en fait, on est allé en studio et le réal avait rien entendu.
chose qui n'est plus le cas sur aucun film, mais ça c'était pour le coup un vrai challenge, d'arriver à se dire putain ok, mais bon après tu vas quand même pas avec n'importe qui, tu vas avec Ennio quoi, avec Ennio Morricone, bon tu vas pas avec un mec du coin de la rue, donc tu peux quand même te dire bon c'est quand même Ennio, mais évidemment t'es là bon il a 87 ans et tout, mais en fait le mec il était impressionnant quoi. Et ça pour le coup c'est un vrai truc hyper gratifiant d'avoir réussi à faire ça, d'avoir suivi la production de ce score quoi, de cette musique originale. C'était impressionnant de le voir lui pendant une semaine, et puis surtout gros bosseur quoi, il gérait tout, il laissait rien de côté, et il était impressionnant. Et d'ailleurs, là, sur toutes les musiques et sur tous les films sur lesquels tu as travaillé, c'est quoi justement les musiques qui reviennent le plus? Est-ce que genre, tu sais si tu as quelques titres comme ça qu'on te demande le plus souvent? Nous on a le cas d'un, après un titre de Cascadeur, Meaning Choral Version, qui est un titre qu'on a mis dans l'épisode 4 de Lupin part 1, qui a été genre typiquement un titre qui est sorti 10 ans avant Lupin, tu vois, et qui a fait repousser le titre, genre charté en fait. Même Cascadeur a été invité à la radio sur France Inter pour parler de ça, parce qu'en fait en ayant synchronisé ce titre-là de lui, on l'avait mis déjà 2 fois dans 2 longs métrages précédents. Il avait été mis aussi par un autre superviseur dans Le Sens de la Fête, je crois, le film de Toledano et Nakache. Et nous, on l'avait mis 2 fois avant. Et là, on l'a remis sur Lupin, sur une scène de fin, pour remplacer un titre de AC/DC, je crois, ou Metallica, je sais plus, qui avait rien à voir avec le truc. Mais c'était une fin d'épisode, et en gros, ça marchait hyper bien, en fait. On aurait dit que c'était fait pour la scène, quoi. Et en ayant mis ce titre-là, on s'est dit, mais putain, c'est ouf, ce titre, à chaque fois, il marche, etc. Et en fait, il y a en effet des titres qui sont très souvent demandés en synchro, en fait. Et qui reviennent régulièrement, parce qu'ils fonctionnent vachement bien à l'image, quoi. Et nous, ce titre-là, en effet, ça a été cette histoire-là. Et en fait, sur Lupin, il a eu un truc où ça lui a permis de re-signer un deal, je crois, avec Universal. Universal a dit, mais c'est ouf, il a remonté dans les charts de ouf suite à Lupin, mais parce que c'est aussi la force de ces plateformes aujourd'hui qui font que quand ton titre est synchronisé sur une série autant vue, les gens se disent, ouais, et que la musique est mise en avant sur la séquence, ils vont voir, ils disent, putain, c'est comme, ou le jeu de la dame, les gens, ils ont tellement maté la série qu'ils sont allés tous choper des trucs d'échecs, etc., ça relance des trucs, donc c'est très drôle, et en effet, sur des synchros, ça peut être le cas. Limite dans notre métier, une synchro appelle la synchro, tu vois. Une fois que tu synchronises le truc, si ça marche bien, ça peut te faire te dire ouais putain ouais. Après il y a un truc d'originalité à avoir, il y a certaines personnes qui se disent non mais vas-y il a déjà été mis là, je veux pas le mettre, moi c'est pas assez original, etc. Mais oui ça peut être le cas, il y a plein de titres qui peuvent revenir et qui ont un truc Et quels sont les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Tu as déjà parlé d'un en 2015 avec Morricone. Avec Morricone, ouais. Non mais les moments c'est quand en fait moi je trouve qu'il est hyper gratifiant à notre niveau, c'est de te dire putain c'est cool, en gros on a initié une collab entre un réal et un compo, et qu'ils le reprennent sur un projet d'après, et que sur la collab, la première collab où t'es là, en fait ça a pris entre les deux et tu t'es pas trompé en fait, et tu te dis bah voilà c'est super, en fait avec mon idée de départ où je pensais à tel mec pour son truc, pour son projet, en fait ça a marché, et tout s'est aligné, et ça a été hyper fluide, et je me suis pas trompé en fait, et donc du coup ça c'est hyper gratifiant en tant que tel, que ce soit en musique originale mais aussi en synchro, en fait, quand tu te dis putain ok là il avait ça en tête, ça marche pas parce qu'il y a un problème de droit, ou parce que voilà en fait il le veut plus, et toi tu réfléchis à quelque chose en te disant putain ce titre là il peut marcher, ça peut être bien, t'essayes, et que ça match, et qui sont ah mais ouais grave ça marche. On a eu le cas là sur une série où il fallait remplacer un titre de SCH qui était monté à l'image, etc., donc particulier, un peu genre une synchro de rap, où il y avait une sorte de territoire délimité avec des points de synchro, mais aussi une envie de la monteuse et du réal d'avoir tel envolé à ce moment-là, tel truc, etc. Et on a trouvé un titre en se disant ouais putain mais ça marche vachement bien, vas-y. Et en fait tu l'envoies, et direct en fait ils te disent putain mais ouais mais grave, mais c'est limite mieux que celui d'avant. Et ça, quand t'as ça, c'est hyper gratifiant et hyper plaisant quoi. Et aussi en musique originale où tu t'es à la base d'un truc où tu te dis ok tel mec fait telle musique, il y a tel réal qui m'a présenté tel brief de ce qu'il voudrait pour son film ou sa série. Moi je vois ça, et en fait tu fais une rencontre, tu fais écouter des choses au réal, il fait mais ouais grave c'est ça, c'est exactement ça,
Quant à ça, en fait, c'est super intéressant parce que en fait, tu te sens en confiance et tu sens que ta parole a un poids et en même temps que t'es considéré pour ce que tu sais faire. Donc c'est hyper gratifiant. Ouais, bah, en même temps, quand tu fais appel à un superviseur musical, c'est aussi parce que t'as besoin de connaissances que déjà toi t'as pas. Donc, Ouais, mais en même temps, il y a plein de gens aussi, il y a plein de réals, ou voilà, enfin on citait Gaspard Noé, mais il y a aussi Bertrand Bonello, Anthony Cordier, c'est des gens, ou Fabrice Gobert, qui aiment la musique, qui en écoutent beaucoup, qui sont hyper intéressés par ça, et qui savent souvent ce qu'ils veulent, mais en fait, quand parfois il y a un souci sur un truc qu'ils veulent, ou qu'en gros il y a un problème de droit, ils sont hyper ouverts en fait en effet, à notre input artistique en se disant ouais ok bah on réfléchit ensemble les gars, on voit qu'est-ce qui pourrait aller à la place. Ils sont très ouverts en fait, mais il y a des cas où voilà ils ont pas peur en fait, ils ont pas peur de faire le chemin avec nous et qu'on soit ensemble côte à côte et qu'on arrive à trouver la meilleure idée qui soit pour leur film ou leur série. Mais parfois il peut y avoir des réalisateurs ou des réalisatrices qui sont plus frileux et qui ont plus peur d'être jugés sur ce qu'ils vont mettre, et donc du coup qui sont un peu plus torturés et moins souples dans le partage et l'échange artistique sur une musique à remplacer ou à plugger sur leur film. C'est ça il faut arriver à jongler en fonction des projets, nous, en termes de mood, de où on se place en fonction de qui on a en face de soi, quoi. Et du coup, dernière question. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Les métiers les monteurs en France, un métier qui commence à se développer mais qui est le monteur musique. C'est pas le monteur son, c'est pas le mixeur ou l'ingé son, quoi, c'est le monteur musique. C'est quelqu'un qui va venir après le montage son ou en même temps en parallèle pour essayer de monter les musiques sur les séquences au mieux en fait. Parce que souvent les musiques elles sont amenées sur un film par le monteur image qui place les musiques, mais qui parfois se prend pas la tête à faire les entrées de son ou quoi machin, et du coup il les pose et il fait des rapides effets. Mais parfois sur des projets musicaux c'est hyper important que quand c'est des choses jouées par un comédien, un instrument ou quelque chose de chanté avec beaucoup de matière musicale, de notes, de choses, machin, ça peut être un peu casse-gueule pour des monteurs classiques de gérer cette matière-là. Et donc du coup, pour le coup, sur les projets musicaux, c'est hyper intéressant d'avoir des monteurs musique qui savent utiliser la musique sur les images et avoir des petits tricks de points de synchro, de comment bien monter l'image, enfin de monter la musique avec l'image, etc. Ok, super. Et merci beaucoup Steve. Mais je t'en prie. Merci à toi Florian. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.